Bonjour, bonjour à tout le Bonjour. monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec Orsoethics et AXA Santé Collective dans le cadre du cycle Parle à ma RSE lancé par Miroir Social. Et donc, c'est le deuxième épisode du cycle, sachant que le premier, la semaine dernière, portait sur les indicateurs liés à tout ce qui est rémunération et partage de la valeur. L'idée, c'était de les mettre en discussion pour voir un peu comment les directions communiquaient sur ces indicateurs, notamment dans leur rapport de durabilité, et ce que les représentants des salariés avaient à en dire. Et c'était un premier épisode porté déjà par Orsoethics. Hein. Donc, merci à Orsoethics de remettre le couvert sur cette deuxième épisode, cette fois en partenariat avec AXA Santé Collective. Et la semaine dernière, donc, on parlait rémunération, partage de la valeur, avec notamment les questions d'équilibre entre travail, capital, et en montrant l'inclinaison des directions à communiquer clairement dans le rapport de durabilité sur la notion d'actionnariat salarié notamment. Mais le cycle a été l'occasion de montrer à quel point l'actionnariat salarié, il était concentré et qu'il pouvait conforter des inégalités. C'est ce qu'on a montré donc la semaine dernière. On a montré aussi des entreprises qui, d'ores et déjà, comme SAP par exemple, dans leur rapport d'activité, ces rapports de durabilité, c'est mentionné, une prime qui est d'ores et déjà adossée sur l'évolution du cours de l'action. Donc, vous avez sur votre bulletin de salaire une prime dont la valeur dépend du cours de l'action. Et donc, pour visionner, ça augure quand même de certaines choses en termes de répartition en capital-travail qu'on peut voir à l'œuvre, notamment par le prisme des rapports de durabilité. Alors, je ne vais pas être plus long par rapport à la semaine dernière, mais donc ce matin, on va parler santé, conditions de travail. Donc, tous les indicateurs liés à ça, donc l'absentéisme, l'accidentologie, les taux d'engagement, il y a un certain nombre d'indicateurs qui ressortent dans les rapports de durabilité, dans le reporting extra-financier des entreprises. Et on va les mettre en discussion ce matin donc avec Orsoethics, représenté ici par Jean-Luc Bizeur et Océane Dupinet. Donc, merci à vous deux. Et donc, AXA, représenté par Sophie Mandelbaum et Léna Fauquignon. Merci à toutes les deux. Et on va avoir l'éclairage. On a la chance d'avoir également l'éclairage de Ninon Décor qui représente Etifinance, donc qui fait de l'évaluation extra-financière sur des sociétés cotées auprès d'investisseurs. Donc c'est intéressant d'avoir cet éclairage-là. Et on aura l'éclairage de deux élus. Donc merci à Sylvie Biomanas de la CFE-CGC d'Orange et à Richard Le Tourneur qui est en charge qui est représentant CGT chez Socotec, Socotec, excusez-moi, le bureau de contrôle. Voilà. Donc, moi, Rodolphe Elderley, je suis barreur éditorial de Miroir Social et donc je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée en essayant de ne pas trop déborder. Merci à vous de votre présence dans la salle. N'hésitez pas à interagir sur un peu le sens qu'ont les indicateurs que rapporte votre direction en matière de santé et conditions de travail, dans quelle mesure ils ont des racines en interne, dans quelle mesure ils ont du sens, dans quelle mesure il y en a d'autres qui pourraient apparaître, à quelles conditions. N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience. Donc, on va commencer avec toi, Jean-Luc. Jean-Luc, donc, tu es directeur technique chez cabinet Orsoethics qui intervient auprès des élus de CSE. Et pour commencer, tu me disais que le sujet des indicateurs, du reporting des indicateurs de santé en matière de santé et conditions de travail des entreprises était à la différence d'autres indicateurs, étaient plus sur la défensive parce que, et elles étaient plutôt avares, enfin plus sur la défensive du moins, parce qu'elles étaient en responsabilité et elles craignaient toujours la peur de se faire attaquer. Donc il y avait une approche particulière sur les indicateurs de ce qu'on disait sous forme d'indicateurs en matière de santé et conditions de travail. À toi. Merci. En fait, il y a deux difficultés. Après, avec les autres intervenants, on verra justement les capacités d'y faire face. C'est que la santé au travail est quelque chose de conflictuel, souvent en France,
où des entreprises vont se sentir mises en accusation si des gens sont absents, malades, ont des accidents du travail. Donc il y a un côté, je dirais, difficile pour l'entreprise, et un rapport de durabilité, et encore plus un rapport de RSE, c'est un outil de communication aussi. Donc il est compliqué pour les entreprises de s'auto-flageller. Ça, c'est la première difficulté. La seconde difficulté, c'est que la santé et les conditions de travail, ça se prête mal aux chiffres. Moi, ma santé, me mettre un chiffre, un nombre, un indicateur, c'est quand même extrêmement compliqué. Ici, les gens qui sont autour de la table virtuelle, ce serait pareil. Donc, ma santé, c'est moi. Alors, c'est une capacité, une notion de bien-être selon l'Organisation mondiale de la santé, mais ma santé, c'est moi. Elle concerne la médecine du travail, elle concerne peu mon entreprise en direct en termes de mesures, hein. Et les conditions de travail, ça s'analyse, c'est quelque chose que je peux constater, la chaise où je suis assis, mon manager, mes horaires de travail, etc. Donc, ce sont des choses qui se prêtent mal aux chiffres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun chiffre, on en verra justement après, hein, mais ça se prête mal aux chiffres. Donc, il ne faut pas avoir une illusion de tout mettre sous indicateur. C'est quelque chose, c'est trop compliqué comme approche. Il faut avoir des indicateurs, mais il n'y a pas que les indicateurs. Mais donc, il faut quand même utiliser des rapports de durabilité maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser. Jean-Luc, par Et tu exemple, disais, on voit, oui, on voit. Alors, par contre, il y a un bruit de fond a priori quand là, c'est mieux moi quand je parle parce que, excusez-moi, a priori, j'espère que ça un peu mieux, moins irritant. Faut pas que tu bouges. Je ne bouge plus. OK. OK. Jean-Luc, il y a un truc, il y a un indicateur qui est récurrent dans les rapports de durabilité, c'est notamment l'accidentologie, les accidents du travail. Et on le voit, et par ailleurs, pour faire un peu le lien avec la semaine dernière, où on parlait de rémunération de partage de la valeur, il y a un certain nombre de primes variables ou d'accords d'intéressement dont les critères reposent sur l'accidentologie. Ça, pour toi, en tant que cabinet d'expertise, comment tu le vois et quelle nuance tu fais par rapport à d'autres. Il y a des entreprises aussi qui prennent en compte le critère de l'absentéisme dans le partage de la valeur. Pour toi, quelle est la nuance qu'il faut faire et comment tu vois ces deux approches? ce sont deux approches qui font parler, qui montrent des oppositions parfois, ou des accords, hein. Les conditions de travail, donc accidentologie du travail ou santé, ce sera légèrement différent. Euh, Je vais partir du plus difficile, la santé au travail, l'absentéisme. L'absentéisme est un indicateur indirect. La question d'ailleurs, c'est le taux de liaison entre un arrêt maladie et les conditions de travail. Ça existe, le taux de liaison, ça se mesure, mais c'est compliqué. Et l'absentéisme, on est finalement, quand on est dans une entreprise, on est embarqué sur la mer, on est un bateau sur la mer, et si la mer est démontée, eh ben, le bateau, il suit les vagues. Si l'absentéisme monte aujourd'hui en France, euh, est-ce que c'est dû aux entreprises ou à mon entreprise? C'est vraiment compliqué. Donc, utiliser un critère d'absentéisme, et c'est utiliser un critère très large qui est complexe en termes de comparaison. Et en interne, c'est un peu difficile parce que si le taux de liaison entre une maladie et les conditions de travail n'était que de 30%, ce qui est à peu près le cas, 70% d'indicateurs est hors les murs. Les conditions, donc c'est compliqué selon moi. Par contre, les conditions de travail, accidentologie, etc., appartiennent au monde de l'entreprise où je travaille et donc peuvent être utilisées, alors soit de façon peut-être trop simpliste, en prenant mes actions du travail, il faut qu'ils diminuent en nombre. Vous voyez, les entreprises, on va dans une entreprise industrielle, 350 jours sans accident du travail. C'est un indicateur qui amène à des difficultés, hein, sous déclaration, etc., etc. À la limite, nous, on préconiserait plutôt des indicateurs autour des conditions de travail, hein, mais qui soient complémentaires. Ok, le nombre d'accidents de travail. Par exemple, le nombre d'enquêtes qui ont été faites suite à un accident de travail, le taux d'enquête paritaire. On parle avec des représentants du personnel. Paritaire, c'est important. Le nombre de fois où le DURP est revu dans l'année. Hein, ce n'est pas une fois par an quand un stagiaire a le temps de le faire. Donc, autour des conditions de travail, on peut faire des choses intelligentes, hein, mais pas rester sur un chiffre brut d'accident de travail, à mon sens. Ça, c'est intéressant. Alors, ça, c'est intéressant de voir
en quelle mesure on peut sortir du champ classique des indicateurs qu'on sort. Tout le monde se marque à la culotte en sortant exactement les mêmes. Là, il y a une normalisation des indicateurs de reporting. Et ce genre d'indicateurs dont tu parles, on n'en a pas vu, on n'en voit pas la couleur pour l'instant dans l'objectivation des rapports de durabilité. On est d'accord? On en voit beaucoup il y a beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'on a des indicateurs très généraux, très difficiles à comprendre, très globaux. Et donc, c'est difficile à manier pour un CSE qui a déjà un bilan social, éventuellement un rapport sur la politique sociale. Donc, il y a du volume, des enquêtes sur des expertises, sur des projets importants. Donc, il y a un volume de données qui est très important. Et la comparaison de données, ça peut amener, alors un terme qui est très joli pour les indicateurs, à la quantophrénie. La quantophrénie, on pense que tout est chiffrable. Les choses sont un peu moins chiffrables. Et ce que l'on pousse souvent à utiliser, ce sont des engagements. Si l'entreprise s'engage à améliorer, je vais prendre le taux d'enquête sur les accidents du travail, voilà, améliorer le taux d'enquête qui sont paritaires, qui amènent la modification du DERP, pas de l'amener à 100%, mais de l'amener à progresser, c'est un engagement que l'on peut regarder, c'est un engagement que l'on peut challenger, que l'on peut utiliser en tant que CSE en disant, vous voyez, vous êtes engagé à ça, maintenant il faut le faire. Il y a un peu de qualitatif autour de ce quantitatif, hein, réduire l'accidentologie chez les précaires. On sait que les intérimaires, les CDD sont les plus concernés. Donc, on peut utiliser des engagements qualitatifs en tant que représentant du personnel, autant que du quantitatif, probablement. Ok, non, mais intéressant, intéressant. Donc toi, vous, par exemple, Orsoethics, vous voyez le fait que le rapport de durabilité, c'est l'occasion d'amener les directions à s'engager sur des critères autres que le strictement quantitatif. D'accord, c'est pas simplement un objectif de réduction des accidents du travail de façon brute. Et ça, c'est un levier sur lesquels les représentants du personnel peuvent agir pour vous. Ouais. Oui, en utilisant un peu un rapport de durabilité ou un engagement RSE comme un miroir, en disant regardez le miroir. Je vois Richard dans le fil de conversation qui reprend l'utilité des DURP, etc. Ça, c'est de l'analyse. L'analyse, elle est indispensable, mais elle n'est pas, le rapport de durabilité n'est pas le lieu de l'analyse. C'est le lieu de l'engagement, en fait, un rapport de durabilité. C'est je décris mon modèle économique, environnemental, etc. Je décris un modèle et j'explique en quoi je peux l'améliorer et le rendre plus durable. Le lieu de l'analyse, c'est le CSE, le système de prévention, etc. Donc, nous aimons bien essayer de confronter une entreprise à son rapport de durabilité. Ça, c'est votre engagement et éventuellement vos indicateurs de suivi. Ça, c'est intéressant. Ok, très bien. Merci, Jean-Luc. Parole à Merci. Océane. Alors, Océane, où est Océane? Bonjour. Voilà, je te mets à l'écran. Voilà. Justement, dans le prolongement de. Alors, toi, tu es consultante en santé au travail chez Orsoethics. Et dans le prolongement de ce qu'expliquait Jean-Luc, quand on a cadré ensemble hier, tu m'expliquais que pour toi, un des points importants, on le verra avec l'intervention de Richard tout à l'heure, un des points importants à tes yeux, c'est d'amener les directions à objectiver le suivi de leur progrès, quoi. C'est un élément important et c'est dans la ligne de ce que j'ai dit Jean-Luc. Et comment vous êtes susceptible d'accompagner les élus là-dessus par rapport dans leur relation avec la direction sur les sujets de santé et de conditions de travail? Oui, effectivement. Parce que, comme le disait Jean-Luc, finalement, dans les rapports extra-financiers, on va retrouver des indicateurs. On va retrouver un socle commun qui va plutôt être au niveau de l'accidentologie, le taux d'absentéisme, des choses objectivables. Si on va sur ce sujet, et comme l'a dit Richard dans le chat, tout ce qui va être DURP et PAPRIPACT, ça va être la base, un peu notre feuille de route, finalement, de la prévention en entreprise. Mais voilà, on indique beaucoup de choses dedans en termes de prévention, ce qu'on va faire, mais il n'y a jamais un retour finalement de qu'est-ce qu'on a fait. Est-ce que, par exemple, pour notre PAPRIPACT, on a réalisé l'entièreté des actions qu'on avait prévues pour l'année ou est-ce qu'on en a fait la moitié? Ça, c'est des choses qui pourraient être objectivées et qui pourraient intéresser les élus, de leur dire au moment de la consultation, eh bien voilà, le plan, le PAPRIPACT, donc pour tout le monde, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail, pour cette année,
on a fait 80% de ce qu'on avait prévu. Ça pourrait être un élément. L'autre élément, c'est qu'en prévention, voilà, on peut proposer des choses. On n'est pas sûr de son efficacité. Peut-être qu'en théorie, c'était la bonne idée, mais on va se rendre compte avec le travail réel que ce n'était pas le plus adapté. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir objectiver, pourquoi pas imaginer un indicateur en disant, voilà, un peu mesurer l'efficacité de ce qu'on a pu mettre en place. Ce qui aussi entraîne peut entraîner une discussion de comment on le fait évoluer dans le rapport extra-financier, de dire voilà, donc pour cette année, les engagements qu'on prend et comment on va le faire. Ça peut être un point déjà d'attention. Et dans le DURP, de dire au niveau des risques, on sait que nous ne sommes pas encore à la cible, ce n'est pas parfait, mais on a déjà commencé cette évaluation. Voilà où on en est. Si on peut, ça, c'est des choses qui pourraient être objectivables, en tout cas, et qui pourraient être faites. Comme et des élus que vous arrivez à faire, à amener les directions sur cette voie-là avec les élus que vous accompagnez? Ça dépend vraiment des directions. Il y a des directions qui vont s'arrêter vraiment au fait de voilà, on a fait la consultation, voilà ce qu'on a fait, et on verra au bout d'un an. On n'arrive pas encore à avoir vraiment ce retour d'information d'accord, on va vraiment objectiver les choses. C'est toujours un peu flou. D'accord. OK. Moi, je me permets, parce que l'approche du reporting extra-financier, la loi amène les directions normalement à devoir consulter, dans le cadre d'une information récurrente, consultation récurrente, recueillir l'avis des élus sur le rapport de durabilité. Ça, c'est la loi. Mais également une invitation. Alors là, par contre, il n'y a pas de contrainte, mais la logique de la directive européenne sur l'extra-financier, c'est d'impliquer en amont les partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales, en amont sur l'identification de la double matérialité des indicateurs. Donc, ce que tu dis, c'est on est bien dans cette logique-là de dire, et en temps réel, et au fil de l'eau, pas de façon complètement séquencée d'une année sur l'autre, qui est a priori pas satisfaisant. Ça ne va pas être le plus efficace. En tout cas, il y a un risque de déperdition d'informations là où la loi prévoit plutôt que ce soit fait au fil de l'eau, notamment le DURP. La loi dit que ça doit être mis à jour au minima une fois par an ou lors de tout événement le nécessitant, accident de travail, modification de l'organisation. Ok, très bien. C'est un acte de travail à intégrer. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle dans la salle, mais potentiellement, quand même l'entreprise, elle fait partie d'un groupe international et c'est un élément de reporting, un élément potentiellement important qui peut remonter dans le cadre d'un rapport de durabilité d'une entreprise qui est internationale. Quand bien même la France représente 20 ou 30% des effectifs, voire moins, c'est toujours intéressant à essayer à faire en sorte de pouvoir ressortir ce genre d'approche. Océane, il y a un autre point. Tu me disais que les indicateurs que tu voyais dans les rapports de durabilité étaient somme toute assez classiques en termes de, on retrouvait les mêmes, il y avait peu d'innovation, enfin l'innovation entre guillemets, et que par contre, dès lors qu'on dépassait absentéisme, taux de fréquence et taux de gravité, etc., on était plus dans le mou et ça manquait de robustesse. La démarche était moins solide, on va dire. La démarche est moins solide parce qu'effectivement, chacun essaie. On pouvait voir des choses assez différentes et des axes différents dans le choix de ce qui a été utilisé au-delà de, on l'a dit, taux d'absentéisme, accidentologie, qui sont des données qu'on retrouve notamment dans le bilan social. Là, on était sur des choses différentes qui avaient plutôt un lien finalement que moi je qualifierais d'indirect avec les conditions de travail. Si on prend l'exemple, il y avait on l'a retrouvé dans plusieurs rapports extra-financiers, le taux d'engagement ou le ENPS, donc le Net Promoter Score, qui finalement n'ont aucun lien avec le travail réel. Et ce qu'on peut en faire, c'est plutôt en cherchant, c'est des liens indirects avec les conditions de travail, mais ça vient plutôt finalement regarder et objectiver un climat organisationnel que des conditions de travail. Si on veut, on peut tirer le trait et trouver un lien, mais il n'est pas immédiat. Et pourquoi ? C'est parce que vraiment par rapport aux conditions de travail, on est sur quelque chose de difficilement objectivable. Il y a de la multicausalité, il y a de la temporalité et il y a également de la subjectivité.
Donc, c'est difficile à faire. Donc, les entreprises ont fait le choix de mettre le Net Promoter Score notamment, pardon, parce que eux le relient au fait de, ça, je pense que vous l'avez certainement vu pour certains dans vos baromètres internes, de je recommanderais mon entreprise. Et eux, pour eux, font une corrélation en disant, d'accord, ils recommandent leur entreprise parce qu'on a de bonnes conditions de travail. Mais ce n'est pas satisfaisant et ce n'est pas robuste. On renvoie plutôt à l'image de l'entreprise, finalement, qu'à de réelles conditions de travail. D'où l'intérêt de challenger l'exercice et on verra avec Sylvie du côté de Orange. Merci à toi, Océane. Tu rebondis comme tu veux, hein. Jean-Luc, c'est pareil, hein, au fil des échanges, sentez-vous à l'aise. Sophie Mandelbaum, tu es chargée des partenariats chez AXA Santé Collective. Donc, merci de vous associer à OrseEthics sur ce deuxième épisode du cycle Parle à ma RSE. Et qu'est-ce qui amène AXA à coparrainer cette rencontre? C'est quoi pour toi ça veut dire quoi quand on parle de données en termes de santé et conditions de travail? Et pour toi, quel sens elles devraient avoir et quel sens elles ont en matière de dialogue social? Bonjour à toutes et tous. Donc, Sophie Mandelbaum, je suis en charge des relations extérieures, partenaires sociaux chez AXA Santé et Collective. Et mon rôle et la raison pour laquelle on se retrouve d'ailleurs assez souvent grâce à Miroir Social, c'est pour partager ensemble et se familiariser avec les enjeux de protection sociale complémentaire. A priori, pas grand-chose à voir avec la question des rapports de durabilité. Et pourtant, c'est ce que j'étais très sensible dans l'introduction qu'a faite Jean-Luc, quand il disait que la santé, c'est moi. Il n'y a pas tellement besoin de la chiffrer. On a aussi cette difficulté à trouver des bons indicateurs qui peuvent être ambivalents. Quand on répond à un NPS, on se dit, bon, je veux quand même que ma boîte soit bien vue, donc on la note bien, puis après on règle entre nous ce qui ne va pas. Donc, est-ce que c'est vraiment révélateur? Il y a aussi toute la subjectivité, bien sûr, de ces baromètres. Et puis, je vais en rajouter une louche, et je vais dire que c'est même pas normal qu'on ait besoin d'indicateurs. Alors là, pas du point de vue du rapport de durabilité, mais en interne à une entreprise, on devrait pouvoir se faire confiance. Autant dans la ligne managériale que dans la ligne syndicale, on a des capteurs de terrain qui sont parfaitement capables de dire là ça va pas, ça va mieux, ça va moins bien. Pourquoi ces expressions, ces porte-paroles ne suffisent pas? Ce n'est pas seulement parce qu'elles sont subjectives, il y a aussi une question de confiance, il y a une question de rôle. Et dans une vie antérieure où j'étais aux côtés d'experts CSE, j'étais très marquée par une entreprise dans laquelle on faisait une expertise pour l'examen annuel des comptes. Une année, on arrivait et une équipe syndicale alertait sur des risques sur une ligne de production et en disant on va avoir un problème. Bon, deuxième année, on revenait donc 1 an après, pareil, et pas d'écoute, pas d'écho, pas de réaction, pas de plan de prévention particulier. La troisième année, on arrive, pareil. Et puis un jour, il y a le secrétaire du CSE qui m'appelle, qui me dit ça y est, on a eu un accident mortel, il y a eu un mort, un intérimaire qui est décédé. Et c'est quand même assez terrible parce que c'était très largement prévisible. Il y avait des alertes en amont et c'est là où on se dit qu'est-ce qu'on peut quand même avoir comme indicateur fort en santé, en sécurité, pour que lorsque la confiance qu'il y a, l'écoute partagée ne suffit pas. Voilà. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est qu'il y a, c'est peut-être la bonne nouvelle, de nouvelles sources d'informations pour construire des indicateurs, les observer, les partager, que ce soit dans un rapport de durabilité ou dans le cadre du dialogue social, peut-être. Et ces nouvelles sources d'informations, j'en ai un exemple aujourd'hui grâce à Léna, qui est l'experte chez AXA Santé Collective, l'expert des data. Et je suis vraiment heureuse de partager avec vous cette exploration, cette piste. On est dans les prémices, on est dans les débuts des analyses data. Et à condition qu'elles soient respectueuses des données privées, des données personnelles
et respectueuses également le plus possible de l'environnement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles ont un impact, je pense qu'elles pourront contribuer à nourrir l'analyse, à nourrir le diagnostic et à factualiser, à objectiver ce qu'on peut observer et ressentir dans les entreprises. Ok, parfait. Et alors, on va parler donc, je vais passer la parole quand tu parles d'objectiver, là, on va parler avec Léna de Datamap. Donc, c'est un outil qui vous permet à partir de, et Léna le dira mieux que moi, mais à partir de votre portefeuille client, d'analyser des données, notamment liées à l'absentéisme, aux arrêts de travail, de façon assez fine, comme le précisera très bien Léna. Mais en avant-propos, Sophie, en quoi ces données, donc c'est l'entreprise qui est client, l'entreprise qui est cliente, en quoi ces données peuvent, par exemple, pour une partie de ces données pourrait potentiellement alimenter, comment ça s'appelle, un rapport de durabilité, conforter, nourrir, alimenter un rapport de durabilité, mais également potentiellement nourrir également la BDESE dans l'entreprise. Je pense que là, on en est au stade de construire, d'utiliser les données, de construire des outils de suivi. On appelle ça l'observatoire des conditions de travail. Savoir ensuite, est-ce que ça va nourrir la BDES, est-ce que ça va nourrir le rapport de durabilité. Quelque part, ça ne nous appartient pas, puisque nous sommes extérieurs. Et après, ça dépendra de la culture de l'entreprise, sa familiarité aussi avec ces outils-là. Et à la fois dans le dialogue social et donc dans le rapport de durabilité. Alors là, c'est vraiment, nous, on a des datas, soit on les garde, soit les assureurs les gardent pour eux, soit ils les partagent avec les entreprises protégées en prévoyance et santé. Et à ce moment-là, en les partageant, ce qu'on appelle « give your data back », en vous redonnant les datas, quelque part, il ne nous appartient pas de dire ce que vous allez en faire. Voilà. Je pense que ça sera plus concret quand Léna vous aura présenté l'outil. Ok, je vais passer la parole à Léna. En attendant, je me permets simplement un petit aparté en disant, effectivement, dans les indicateurs qu'on voit dans les rapports de durabilité sur l'absentéisme, par exemple, les arrêts de travail, la notion d'arrêt long, par exemple, les entreprises ne sont pas très enclines à communiquer là-dessus. Parce que, comme le disait en préambule Jean-Luc, c'est un exercice un peu risqué, etc. Et c'est, pour le dire clairement, c'est une ligne d'analyse qui est importante, les arrêts longs, et qui peuvent être compliqués à expliquer. Enfin, ça peut être problématique pour une entreprise de rentrer dans les détails des causes qui racinent des arrêts longs, etc. Donc, je vais passer la parole à Léna. Donc, Léna, toi, tu es data scientist chez AXA et tu vas nous parler donc, de Datamap qui vous permet d'avoir une approche sur mesure pour des clients par rapport à leurs données liées les données liées à aux conditions de travail, et notamment à l'accidentologie ou aux arrêts. Et donc, comment ça s'est utilisé et comment ça alimente un peu les analyses. À toi. Bonjour à tous, donc merci pour cette question. Alors, Datamap, c'est notre solution de reporting qui veut être aussi une solution de diagnostic et de pilotage de notre absentéisme. Donc, c'est un outil qui est 100% dynamique et qui est personnalisable en fonction de la structure de notre entreprise cliente, mais aussi de ses enjeux. Donc, concrètement, et normalement, vous devriez le voir apparaître à l'écran. Donc, c'est un outil Power BI qui a été développé sous Power BI et qui se base sur l'exploitation des données fiabilisées par notre équipe, mais qui sont issues de la déclaration sociale nominative, qui est une déclaration assez normée. Et donc, cet outil va contenir plus de 100 indicateurs qui sont répartis sur 2 grands volets. On a un premier volet qui concerne la démographie. Donc là, on est vraiment sur tout un tas d'indicateurs, comme vous pouvez le voir, assez globaux, qui concernent les salariés de l'entreprise. Donc là, on va reprendre l'âge moyen, le pourcentage de CDI, etc.
On va avoir donc des visions un peu plus fines avec des pyramides des âges en fonction des CSP et quelques notions sur les dynamiques d'emploi. Donc, avec justement les indicateurs de turnover, l'âge moyen en entrée et en sortie de l'entreprise et voilà, les répartitions, par exemple, des entrants et des sortants par tranche d'âge. Donc ça, c'est notre premier volet. Et nous, le volet qui est le plus riche et sur lequel repose un peu tout l'intérêt de cet outil, c'est notre volet qui traite donc de l'absentéisme et de l'étude des arrêts de travail. Et voilà, notre objectif à nous, c'est de venir fournir aux entreprises une vision, alors effectivement, qui est exclusivement quantitative. On ne fait aucune interprétation, on est vraiment uniquement sur l'exploitation de la data. Mais donc voilà, on espère avoir une vision qui est assez quantitative et surtout exhaustive de leur absentéisme pour voilà, leur permettre globalement d'illustrer avec certains indicateurs la qualité de vie au travail et de pouvoir après ensuite identifier les différents leviers d'action ou voilà, les signaux faibles qui peuvent nécessiter une attention particulière. Ok. Et à partir de quel moment, enfin, et donc, alors, donc les indicateurs que vous prenez en compte, et c'est à quel moment que pour toi, il y a des signaux d'alerte qui doivent s'allumer quand vous analysez ces indicateurs? Alors, nous, on a retenu une approche pour permettre justement d'analyser un peu finement l'absentéisme. Globalement, cette approche, elle repose sur 3 axes qui sont plutôt complémentaires. Le premier axe, ça va être de construire des indicateurs qui sont très opérationnels. L'idée, c'est de permettre à l'entreprise d'avoir une vision vraiment globale de son absentéisme, mais aussi de comprendre un peu les mécanismes. Donc, c'est effectivement le fait de pouvoir, par exemple, dériver l'indicateur global en une notion de fréquence et un effet de gravité. Donc, si je prends, par exemple, ici, donc, voilà, le taux d'absentéisme, donc nous, on l'a défini comme la proportion c'est la somme des jours d'inactivité divisée par la somme des jours calendaires. Donc, c'est la part que représentent les jours d'inactivité parmi l'ensemble des jours de présence des salariés. Donc, cet indicateur, il est censé être assez global, permettre d'appréhender rapidement l'absentéisme de l'entreprise. Mais après, on va nuancer cet absentéisme-là et le dériver selon une fréquence, donc un nombre d'arrêts pour 100 salariés et une gravité. L'idée, c'est de permettre de naviguer, là, par exemple, ici, selon la gravité des arrêts. Donc, on va regarder les arrêts de moins de 60 jours, les arrêts de plus de 60 jours. Donc, ça nous permet d'analyser un peu. En fait, l'idée, c'est vraiment d'identifier les causes principales de cet absentéisme. Donc, soit en analysant donc, la fréquence, la gravité par tranche de durée, soit en regardant, par exemple, quelle est la répartition des arrêts par motif. Donc là, c'est vraiment notre premier axe d'analyse, c'est construire des indicateurs opérationnels qui permettent d'identifier les causes de l'absentéisme. Quels sont les facteurs qui dérivent le plus? Est-ce qu'on a beaucoup d'arrêts? Est-ce que c'est plutôt des arrêts très longs? Voilà. Notre deuxième axe, ça va être d'étudier des mailles de population assez fines, de pouvoir naviguer justement, comme on le voit ici, avec des filtres par catégorie socio-professionnelle, par genre, par nature de contrat. Et on a aussi des volets dédiés qui reprennent par exemple le taux d'absentéisme par tranche d'âge. Là, l'idée, c'est vraiment de venir identifier quelles sont les populations qui sont le plus impactées par l'absentéisme. Et notre troisième grille, enfin notre troisième axe, et qui fait aussi tout l'intérêt de l'outil, c'est une double vision, puisque comme vous pouvez le voir, en fait, pour chacun des indicateurs, on a en vert les indicateurs de l'entreprise et en rose, en fait, on se permet de réutiliser et de mettre à disposition aussi les données de notre portefeuille, qui est assez consistant,
pour justement proposer une vision donc, de l'entreprise que l'on compare à ce qu'on appelle un benchmark, donc qui est défini en fonction de l'entreprise. Très souvent, on parle d'un secteur d'activité, donc qui est un secteur qui ressemble, enfin, voilà, qui reprend un regroupement d'entreprises qui se ressemblent, et ça permet de se comparer assez rapidement et de pouvoir visualiser un peu l'atypisme de l'entreprise vis-à-vis de l'absentéisme. Donc voilà, c'est selon ces 3 axes-là qu'on a défini un peu notre approche pour la construction de cet outil. Alors, il y a une petite question, c'est qu'on n'avait pas programmé, mais c'est quoi? Est-ce que vous faites une corrélation? Par exemple, on a vu, vous parlez dans ta map du turnover, enfin, vous appréhendez le turnover. Est-ce qu'il y a la corrélation turnover et par exemple, le taux d'absentéisme ou de l'accidentologie? Est-ce que c'est des corrélations que vous êtes capable de faire? Alors, nous, on ne fait aucune. En fait, là, on est vraiment sur un outil qui présente les différents indicateurs. On n'a pas forcément des études statistiques qui démontrent de la corrélation réelle entre un turnover et un taux d'absentéisme. Après, effectivement, c'est des données qui sont à croiser et qui peuvent s'étudier séparément comme s'étudier conjointement. Mais nous, on ne va pas jusqu'à dire, voilà, ce turnover, il impacte directement. On n'est aucunement dans l'interprétation, on donne à disposition tout un tas d'indicateurs et c'est pour ça que c'est aussi important de sensibiliser les entreprises derrière pour justement utiliser les indicateurs correctement et de ne pas faire des liens rapides. En fait, nous, on essaye de ne pas aller sur ce plan-là. En fait, on remet à disposition à l'entreprise le maximum d'informations en se servant de notre portefeuille assez consistant pour leur permettre de se comparer, etc. Mais on ne va pas jusque-là, non. Ok, Léna. Et autre point, concernant, alors on a parlé de Datamap, il y a également Datascope, en fait, qui est, on va dire, le chapeau. La prochaine édition 2026 va prochainement sortir. C'est quoi la complémentarité, enfin l'alignement entre Datamap et Datascope et la teneur de Datascope? Alors, Datascope, du coup, c'est notre observatoire de la vie en entreprise. Donc là, on n'est plus du tout sur un outil Power BI, on est sur une publication annuelle qui repose effectivement sur l'exploitation des mêmes indicateurs sous-jacents que ceux de Datamap, mais cette fois-ci avec une ambition un peu plus large, parce qu'on n'étudie plus seulement une entreprise, mais on s'appuie sur l'ensemble de notre portefeuille. Donc, on est sur l'étude de plus de 3 millions de salariés, ce qui nous permet, alors indirectement, d'identifier et un peu d'approximer les tendances à l'échelle nationale, même si effectivement on a des biais du fait de notre portefeuille qu'on réexpose dans le Datascope pour bien voir qu'on n'est pas exactement sur les mêmes proportions qu'à l'échelle nationale. Mais l'objectif, c'est un peu de venir décrypter les grandes tendances de la vie au travail et de venir sélectionner nous-mêmes les données qui nous semblent les plus pertinentes afin de permettre au grand public de mieux appréhender les enjeux de qualité de vie au travail. Parfait. Merci Léna. Alors, il y a plusieurs questions qui vous concernent, notamment. Je pense que Sophie est en train de répondre. Alors, moi, je réponds juste je vous donne le lien vers le Datascope 2025, sachant que le 2026 sortira dans quelques semaines et on aura un autre webinaire pour en commenter les résultats. La question qui était posée était celle bien naturelle de la surface à partir de laquelle ça peut être pertinent, la taille de l'entreprise et le nombre d'entreprises dans un secteur d'activité pour pas qu'un arrêt de travail à lui seul dégrade totalement le résultat. Oui, on a énormément on surveille beaucoup justement ces notions d'effectifs suffisants pour pouvoir étudier les indicateurs. Par exemple, les secteurs d'activité, on les a construits chez nous, on en a construit 25 parce que justement, ils sont assez consistants et qui permettent d'être étudiés. Datamap reste un outil que l'on commercialise, donc
c'est pas un outil interne, c'est un outil qu'on présente à des entreprises. Généralement, il s'agit de grands groupes. Et effectivement, dès qu'on arrive sur des tailles d'entreprises un peu plus, avec beaucoup moins d'effectifs, voilà, on ne se permet pas de descendre à des mailles très fines parce que justement, on n'étudie plus que voilà, un nombre qui n'est pas assez suffisant de salariés pour justement faire ces constats-là. L'idée, c'est vraiment pas de pouvoir retrouver quel salarié s'arrête et combien de temps il va s'arrêter. Nous, on veut rester et on a des effectifs suffisants pour pouvoir afficher les indicateurs. Si on ne respecte pas ces conditions-là, RGPD notamment, on n'ira pas jusqu'à la publication de ces résultats et on sera dans la capacité globalement de fournir ce rapport. Entendu. Alors, je vous laisse répondre dans le chat à Florencio. Je pense qu'il y a une question pour l'une et l'autre. Il y a sur l'incidence sur la cotisation et puis également sur comment on voit les arrêts. Je pense mais je vous laisse répondre, voir l'intérêt de répondre dans le chat. Ça profitera à tout le monde. Et je passe la parole à Ninon Décor. Donc, toi, tu es analyste ESG chez Etifinance. Une société qui évalue, qui note, qui évalue et qui suit le reporting extra-financier d'entreprises cotées, notamment sur les marchés européens. Et c'est à peu près 1200 entreprises que vous suivez sur la base d'indicateurs publics, de reporting public. Qu'est-ce que ça donne quels sont vous utilisez à peu près une centaine d'indicateurs, 140 de mémoire, de façon générale. Quels sont les indicateurs que vous screenez en matière de santé et conditions de travail, principalement, et de quelle façon? À toi. Oui, bien sûr. Merci, Rodolphe. Donc, comme tu l'as précisé, nous, on est une agence de notation extra-financière. Donc, c'est-à-dire qu'on va se baser exclusivement sur les publications des sociétés, donc les URD, les rapports financiers, etc. Ce qui est aussi important à préciser, c'est qu'on a une couverture européenne et on est spécialisé donc, dans l'évaluation ESG de sociétés qui sont cotées sur les marchés financiers. Donc ça, c'est le cadre, on va dire, de notre travail. Notre travail, il est destiné donc à des investisseurs qui intègrent en fait dans leur gestion des enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Donc, en fait, on donne un avis sur la prise en compte des enjeux extra-financiers des sociétés. Et donc, en fait, notre approche, elle repose sur un cadre méthodologique donc, qui nous est propre, qu'on a déterminé. Notamment, on a inséré donc, la double matérialité. Donc ça, c'est une approche qui a été intégrée par les réglementations en vigueur, donc les ESRS et la CSRD. Et donc, on va essayer de capter des informations via en fait la donnée. Ce qui est super important pour nous, c'est est-ce que la donnée est présente et est-ce qu'elle est de qualité. Déjà, en fait, s'il n'y a pas d'information, c'est aussi une information parce que la société ne va pas forcément en fait, reporter ces indicateurs. Donc, ça veut dire, en fait, on se demande si la société va prendre en compte ces enjeux-là, si elle ne reporte pas. Est-ce que c'est bon, là, je partage en même temps ce que tu nous avais, ce que tu m'as adressé? Ouais, parfait. C'est bon pour toi? Ouais, merci. Et puis, il y a aussi le contexte sectoriel qui est intéressant à prendre en compte, en fait. C'est parce qu'effectivement, même pour les indicateurs de santé et sécurité, on ne va pas avoir la même matérialité dans l'automobile, dans l'énergie ou alors dans le service. Voilà, donc ça, c'était un petit peu le contexte dans lequel on évolue. Réglementairement parlant, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec les ESRS, les sociétés aujourd'hui, en tout cas les grosses, sont obligées de reporter sur un certain nombre d'indicateurs. Et donc, on va vers, alors certes, plus de transparence, mais également une standardisation des données. Donc ça, certains intervenants en ont fait mention. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est aussi demandé par la réglementation. Donc, on va aller dans le vif du sujet et se demander où en est la France en termes de santé et sécurité.
Donc, en fait, nous, on va avoir plusieurs éléments. On va avoir des indicateurs qui sont plus quantitatifs. Donc, on va avoir le taux d'absentéisme, le taux de fréquence des accidents, le taux de gravité. Et on va avoir aussi un indicateur qui est assez intéressant, c'est celui des accidents chez les travailleurs intérimaires, donc qui sont quand même assez révélateurs de la maîtrise réelle du risque. Et ensuite, on va avoir on va aller dans l'analyse et dans les politiques. Donc, est-ce que les sociétés ont mis en place des politiques formalisées sur ces enjeux-là, des systèmes de management HSS, est-ce qu'ils sont certifiés, etc., etc. Donc, ce qu'on observe en fait sur la France, c'est que la France, cette année, elle obtient un niveau, on va dire, elle a 50 sur 100. Donc, ça montre que c'est une situation et ce depuis 2 ans. Donc, c'est une situation qui ne s'améliore pas nettement, mais qui ne se dégrade pas non plus. Et donc, on va voir pourquoi ce résultat est stable. Il ne reflète pas une stabilité constante, mais plusieurs plutôt tendances. Donc, par exemple, vous le voyez sur l'absentéisme, on voit qu'en 2024, on a bien plus on a des entreprises qui ne publient de plus en plus leurs données. On passe de 31% contre 21% l'année précédente. Mais celles qui publient, en fait, on voit que le taux médian s'améliore. Donc, on passe d'un taux d'absentéisme de 3,23 à 2,96. Donc, ça, c'est une bonne pratique qu'on peut souligner. À l'inverse, sur les accidents, c'est un autre scénario. On voit que la transparence progresse, mais les chiffres eux-mêmes se dégradent. On voit un taux de fréquence d'accidents médian, par exemple, qui monte de 3,19 à 4,33. Donc, c'est assez impressionnant. Et sur la gravité, c'est la même chose. Donc, les données, elles restent disponibles, mais toujours la médiane augmente. On a également les intérimaires. Là, la transparence reste faible partout en Europe, on le verra après, mais la France arrive quand même à améliorer nettement le taux médian qui passe de 0,90 à 0,38. C'est l'un des rares indicateurs vraiment où la performance de la France se distingue clairement. Voilà, et donc ça, c'était la partie chiffres, mais on voit maintenant que les politiques et les systèmes, eux, montrent qu'il y a une dynamique différente, celle des entreprises, en fait, qui posent des bases plus solides pour mieux prévenir l'accidentologie, la santé, sécurité au travail. Donc concrètement, sur ces indicateurs qualitatifs, on attend des entreprises, en fait, qu'elles soient capables d'exprimer clairement une politique santé-sécurité avec des objectifs qui vont être quantifiables et mesurables dans le temps. Ça, c'est super important pour nous. On va voir aussi si elles sont certifiées ou pas. Et ça va nous permettre de déterminer un petit peu le niveau de maturité des sociétés sur ces enjeux-là. Donc, sur ces indicateurs, on peut voir qu'il y a de plus en plus de sociétés, en fait, qui déclarent avoir une politique santé-sécurité en France. C'est un signe qu'un plus grand nombre, en fait, d'entreprises passent d'un engagement général à un pilotage réel avec des cibles qui sont mesurables et une intention vraiment d'agir, plus concrète en tout cas, sur leurs actions. Est-ce que ça se traduit concrètement dans les rapports, dans les nouvelles moutures des rapports que vous analysez, que vous regardez, Ouais. enfin, dont votre boulot, c'est de les regarder de toute façon, donc Ouais. Nous, c'est assez, c'est le début, en fait, de la réglementation. Les ESRS et la CSRD est applicable qu'aux grandes entreprises, donc au-dessus des seuils NFRD. Donc, c'est assez peu d'entreprises, en tout cas pour notre couverture. En revanche, ce qu'on voit, c'est que les entreprises, elles se saisissent de ces sujets-là. Elles conduisent des analyses de double matérialité afin de voir où il y a de l'impact, en fait, et donc vont vraiment mettre en place des plus de politiques, plus muscler leurs politiques. Et on voit également, en termes de transparence, plus d'efforts menés sur ces sujets-là. Donc, effectivement, la publication de ces informations via les URD, rapports annuels, on voit vraiment une incidence.
Ok, après la question sous-jacente, c'est la quid de la capacité des entreprises à intégrer les parties prenantes internes dans l'identification des facteurs de double matérialité. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est un travail qui doit être fait en amont avec l'aide justement de toutes les parties prenantes, internes mais aussi externes. Je pense par exemple aux fournisseurs, c'est super important. Et ça, je pense que les sociétés vont de plus en plus mettre en place ce genre de projet pour justement muscler ces parties-là. Ok, merci beaucoup à toi, Léna. Alors, merci à nos deux élus qui patientent. Si Jean-Luc, Océane, Sophie, vous voulez rebondir, n'hésitez pas, comme vous le sentez. Ouais, Jean-Luc, tu veux? Non, bah, quand vous voulez. Sylvie Villot-Manas, alors, toi, tu es déléguée CFE-CGC Orange et tu es présidente du C. Non, alors Attends, là, je vais avoir de j'ai gros soucis avec mon employeur, Rodolphe. dit Non, quoi? non, je vais me présenter parce que non. En fait, donc effectivement, j'appartiens à la CFE-CGC Orange. Mon champ d'expertise, c'est conditions de travail et santé, et avec un focus particulier sur les risques psychosociaux. Ça, c'est pour vous situer ce que je fais dans le monde du syndicat. Et sinon, je suis effectivement secrétaire du Comité national de prévention du stress, qui est un comité paritaire chez Orange, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des membres de la direction, donc le représentant des médecins du travail, de la prévention, de la QVCT, et des organisations syndicales. Donc, on est 12 membres, pardon, des organisations syndicales, dont la CFE-CGC, bien entendu. Et voilà, j'ai été élue secrétaire à l'unanimité, et il y a une présidente. Donc, Ah, c'est voilà, ça c'est ma pas connerie. les Ah. côtés de la direction, bien entendu. Voilà, donc il ne faudrait pas Non, mais mélanger j'ai les cru genres. que j'avais fait une erreur de syndicat. En fait, non, c'était pas une erreur de syndicat, c'était une Non, erreur de c'était une titre. erreur de fonction. Tu me donnais du galon. Je vais essayer de vous présenter pour Orange deux études qui sont en cours, enfin qu'on mène depuis quand même quelques années, et un petit peu les comparer, vous donner des éléments en matière de durabilité. Donc, je vais commencer, je suis désolée, mais par ma paroisse, donc l'enquête triennale qui est donc menée par notre comité. Donc, c'est une enquête qu'on mène depuis 2012. En fait, on a un comité, donc notre comité national de prévention du stress. Alors après, en fait, son sujet, sa thématique de travail, ce sont les risques psychosociaux au périmètre du groupe Orange en France, hein, puisque le groupe est mondial, ça représente plus de 50% des salariés groupe monde. Donc, c'est le périmètre groupe France. Donc, depuis, on a traversé, on va dire, on a eu un historique un petit peu difficile. Et depuis 2010, ça a été mis en place un accord interne d'entreprise, et ce qui nous a permis de lancer cette grande enquête auprès de l'ensemble des salariés de la France, donc la maison mère et toutes ses filiales, ce qui nous permet d'avoir un historique. Le questionnaire est construit par les membres du CNPS, et on fait appel à un cabinet d'expertise externe habilité par le ministère du Travail, et on s'appuie bien entendu sur les 6 grandes familles du rapport GOLAC sur les risques psychosociaux. Voilà, on essaie d'introduire en termes de méthodologie beaucoup de robustesse sur cette enquête. Donc, on a des résultats. Donc, cette enquête est triennale. Elle a été lancée fin 2024. On a les résultats 2025. Pour vous situer un petit peu les choses, au niveau groupe France, l'enquête représente 400 pages d'études, 2500 pages de verbatim. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a une très forte granularité, puisque l'idée,
L'idée de cette enquête, puisque la mission en fait du CNPS, c'est à la fois d'évaluer les risques psychosociaux, mais aussi de faire des préconisations pour améliorer les choses. Donc cette enquête, au niveau granularité, elle est disponible dans tous les CSE et toutes les CSSCT. Pour fixer les esprits, chez Orange Groupe France, les commissions santé, sécurité et conditions de travail, CSSCT, c'est environ 80 commissions. C'est pour fixer les esprits. Et donc, ces commissions sont en charge, effectivement, du document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc, ça leur permet d'alimenter, puisque ça, c'est une des préconisations, notamment, de notre comité, c'est de pouvoir alimenter les documents uniques, donc les DUERP, sur la partie risques psychosociaux, puisque c'est très difficile à quantifier. Autant les risques physiques sont plus facilement quantifiables en termes de fréquence et en termes de gravité, autant les risques psychosociaux sont plus difficilement quantifiables. Et c'est aussi un des objets de cette enquête. Pas le seul, mais en tout cas, voilà, il y a aussi un ensemble de formations qui sont mises à disposition pour pouvoir appréhender cette enquête pour tous les porteurs de mandat, pour tous les préventeurs, pour tous ceux qui travaillent sur qualité de vie et conditions de travail en interne. Bon, les résultats, je ne vais pas vous les présenter en entier, mais bon, sachez qu'ils ne sont pas… Non, parce que Rodolphe, on en a discuté. Si je lis les 400 pages d'enquête, le webinaire finira demain. Mais en gros, sur les 6 grandes familles GOLAC, on a des résultats qui sont en baisse, et notamment un résultat qui s'appelle intensité du travail. Et le second, c'est insécurité de la situation de travail. Une des particularités de cette enquête aussi, je tiens à le préciser, comme nous avons des verbatims, ce n'est pas seulement une enquête quantitative, mais c'est aussi une enquête qualitative. C'est-à-dire qu'au-delà d'un résultat, je vais donner un chiffre pour fixer, on peut, au-delà d'un résultat chiffré, on peut piocher les verbatims, donc on peut sélectionner les verbatims qui correspondent à ce résultat quantitatif. Sur l'intensité du travail, qui est donc la charge de travail, pour parler plus simplement. Sur l'intensité du travail, par exemple, bon, effectivement, on a une chute assez conséquente et c'est un critère qui est dans le rouge au périmètre du groupe France. Je vais vous lire un verbatim. Donc, il y a 2500 pages, j'en prends un qui nous paraissait le plus, enfin, voilà, qui peut être révélateur, qui dit « Le travail devient une grosse charge mentale. Il faut tout faire pour hier. Les process ne sont pas clairs. » Donc, voilà, c'est un peu pour étayer mon propos sur l'insécurité de l'emploi. Elle est liée chez nous à la multiplication des réorganisations. Je vais vous lire aussi un verbatim. Perte de sens, manque de reconnaissance, incertitude pour l'avenir. Voilà, je vous prends des extraits et je trouve que c'est intéressant de partager voilà, cette enquête pour que tout le monde en ait connaissance. Alors Sylvie, moi je me permets de rebondir par rapport à ce que tu as dit, parce que l'idée, c'est pas tant de faire le bilan complet du comité de l'action du CNPS, mais là, au regard de ce que tu as déjà dit, ça serait intéressant de t'entendre, parce que le CNPS, donc c'est paritaire, vous bossez dessus, vous avez mené une enquête sur un périmètre, certes France, mais avec quand même 52, la dernière édition, 52% de participation. Et par contre, l'entreprise, la direction Orange, communique dans son rapport extra-financier de durabilité exclusivement sur VoiceUp, qui est l'enquête de baromètre interne, et pas sur elle pourrait le faire, mais pas sur les résultats du CNPS, quand bien même ils sont circonscrits au périmètre France, ils ont une valeur, hein, ils ont un sens qui pourrait être apporté dans un rapport de durabilité. Elle n'en parle pas, elle choisit de privilégier VoiceUp, dont un indicateur phare, c'est le taux de participation aussi, et la direction se plaît à montrer que le taux de participation maintenant atteint 79 ou 78%, sachant que c'est un indicateur du variable d'une partie du management. Oui, je voulais Oui, voilà. Tout à fait, Rodolphe, je voulais en parler effectivement. Donc, il y a en parallèle, donc on a une enquête triennale, en parallèle, on a un baromètre social. Donc là, il a changé de nom depuis 2024, il s'appelle VoiceUp. Donc, c'est un questionnaire qui est envoyé aussi à l'ensemble des salariés.
effectivement, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est fait que par la direction. Les organisations syndicales ne sont absolument pas partie prenante dans ce baromètre. Le deuxième point, effectivement, c'est qu'on a regardé un petit peu. Alors, on n'a pas l'intégralité. C'est des demandes récurrentes qu'on fait en tant qu'organisation syndicale pour que nous soient partagés les résultats bruts et pas le discours de communication de la direction. En fait, on est en forte attente de transparence sur ce baromètre, mais je peux vous donner quand même quelques éléments. Et notamment, on a regardé un petit peu à la CFE-CGC, on a regardé un peu l'ancien baromètre salarié et le nouveau. L'ancien baromètre salarié, le taux de réponse était entre 41 et 53%. Là, on passe sur VoiceUp à plus de 70%. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forme de monétisation de la participation, ce qui est extrêmement dérangeant en matière de robustesse d'une étude, c'est-à-dire qu'il y a la part variable des salariés, il y a une partie de la part variable qui va être indexée sur 2 critères. Et là, je pense que ça va inquiéter les gens qui font des études. Le premier critère étant le taux de participation. Le second critère étant le taux de réponse favorable. Et là, c'est ce qui nous inquiète, nous, en tant que représentants des salariés, c'est que faire de données qui sont biaisées dès le départ. On est en phase, par exemple, actuellement, d'élections municipales. Imaginons que vous ayez des candidats qui payent les citoyens pour se faire élire. Voilà, enfin, on en reviendrait quand même à un régime un peu particulier. Malheureusement, le baromètre VoiceUp a cette dérive, c'est-à-dire qu'en 2025, il y avait une incentive sur le taux de participation. En 2026, les résultats sont incentivés et sur le taux de participation et sur le volume de réponses favorables. Donc, ça introduit d'énormes biais. Et je sais que Redolphe m'avait posé la question, peut-on comparer l'enquête CNPS et VoiceUp ? Doit-on comparer quelque chose de robuste, d'éthique, et avec quelque chose dont les résultats voilà, sont un peu, voire totalement biaisés. Ce qui était extrêmement dérangeant, comme le soulignait Rodolphe, c'est que ces résultats font l'objet d'informations quantitatives et donc de critères de durabilité en matière de politique sociale. Donc, nous, on voit plutôt VoiceUp comme un outil une forme de dérive, un outil de communication, et on peut regretter, en tout cas, ce manque de transparence. Je crois que ça avait été évoqué lors de ce webinaire. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ces deux grandes études. Et c'est vrai qu'on souhaiterait, en tant que faire se peut, que des éléments de l'enquête CNPS soient repris. Ce ne sont pas les seuls critères, bien entendu, qui peuvent être pris chez Orange, parce que j'entendais parler d'accidentologie. Au-delà des critères, ce que je veux dire d'études en matière toute la difficulté, effectivement, c'est d'avoir des indicateurs qui veulent dire quelque chose en matière de durabilité et surtout en matière de durabilité sociale. Donc, on a des aspects études et puis ensuite, il y a des données réelles. Le taux d'accident sur une année, on a eu un énorme bond en 2024 puisqu'on a fait plus 22% d'accidents au périmètre, au niveau d'Orange. Donc, effectivement, c'est un critère qui nous a beaucoup inquiété, nous, organisations syndicales. Il semblerait, alors je n'ai pas les chiffres, mais il y avait un comité, un CSE central hier, on a demandé les chiffres, on ne les a pas obtenus, mais il semblerait que ça se soit un peu amélioré en 2025. Je ne suis pas en capacité de vous donner des chiffres à l'heure actuelle, parce qu'on a regretté, ce qu'on regrette aussi un peu, en tant que représentant des salariés, c'est cette rapidité aussi à mettre à disposition les chiffres financiers et cette lenteur à mettre à disposition les données liées à la santé et aux conditions de travail. Voilà. Je ne sais pas si toutes les entreprises font ce constat, ou tous les membres, en tout cas, qui participent à ce webinaire font ce constat, mais en tout cas, c'est un petit peu, c'est pas facile parce que nous, on essaye aussi d'être force de proposition en tant qu'organisation syndicale, mais il faut aussi qu'on partage des données et des données fiables pour être extrêmement pertinent aussi dans nos propositions. Donc, je pourrais parler aussi en dehors de l'accidentologie. Oui.
Je Ouais, t'en moi, je te prie. relance, à moins que si tu veux, mais après, il faudra passer la parole à Richard, mais peut-être sur l'accidentologie est restée sur le côté plus 22%, donc c'est une hausse qui est importante, mais pour autant qui recouvre pour toi également une forme il y a de la sous-déclaration. Avec, Oui, avec la sous-déclaration, c'est pas forcément, c'est le côté, par exemple, tu me donnais l'exemple d'une personne qui fait une crise d'angoisse au boulot sur son lieu de travail et qu'il n'y a aucun accident du travail qui va être déclaré dans l'histoire. Ça, c'est alors clairement l'illustration d'une sous-déclaration. effectivement, et c'est vrai que nous, le constat en tout cas qu'on fait en tant que représentants du personnel qui accompagnons nos collègues au quotidien, c'est que sur les risques psychosociaux, on peut avoir différentes manifestations qui peuvent être à caractère physique quand ça ne va pas. Il y a des gens qui craquent et malheureusement, on est amené, en tant que représentant du personnel, à interpeller la direction, la ligne managériale et les RH pour qu'il y ait déclaration d'accident du travail ou de service, puisque la particularité, je rappelle, chez Orange, c'est qu'on a aussi deux profils de personnel. Nous avons une partie de fonctionnaires, donc accident de service, et une plus forte partie de salariés, donc salariés de droit privé, donc accident du travail. Mais effectivement, ça fait partie de nos missions d'interpeller la direction, de la ramener à ses obligations. À partir du moment où elle est informée, elle a quand même 48 heures pour déclarer ses accidents de travail. Et malheureusement, et là on va revenir aux indicateurs de durabilité, quand ils ne sont pas déclarés en accident de travail, ils glissent ces accidents réels, ils glissent dans des arrêts maladie beaucoup plus classiques et beaucoup plus longs en termes de durabilité. On a en moyenne, alors enfin non, enfin en moyenne difficile, mais enfin c'est quand même en moyenne, ouais, on a 12 mois à peu près. Sur les risques psychosociaux, on a des arrêts très très longs, des arrêts très longs. Et puis après, ça dépend effectivement à quel moment notre collègue s'arrête, quel est son état de dégradation, l'état de dégradation de sa santé. Voilà, ça peut être. Mais j'ai accompagné des personnes arrêtées jusqu'à 3 ans pour vous fixer un petit peu les esprits. Voilà. Ok. Je t'ai coupé. Rapidement, si tu commences à partir sur un autre axe. Oui, je voulais aussi alors, évoquer d'autres critères qui peuvent être intéressants aussi en matière de durabilité. On a parlé accident du travail, on a parlé absentéisme. On a quelque chose chez nous qui est très particulier. Je ne sais pas si d'autres entreprises l'ont. On a mis en place aussi une ligne de soutien psychologique qui est destinée, en fait, il y a deux lignes. Il y en a une qui est destinée aux collègues, il y en a une qui est destinée plutôt aux lignes managériales et aux RH. Alors, ce sont des soutiens extérieurs à l'entreprise. C'est un service qui est gratuit, qui permet aussi ensuite d'avoir des consultations gratuites. Mais c'est intéressant de suivre le nombre d'appels, le nombre de sollicitations en tout cas du personnel vers ces lignes-là. On voit aussi, ça c'est un critère on s'aperçoit malheureusement que ça augmente, que ce soit pour les salariés, managers ou RH. Donc c'est aussi un indicateur qui est assez intéressant, sachant qu'on a, alors c'est confidentiel, on a une idée en fait des thématiques qui sont abordées. Il y a des thématiques professionnelles, mais pas que. Il peut y avoir aussi des difficultés personnelles. Il y a vraiment quelquefois un manque d'étanchéité entre le personnel et le professionnel. Il peut y avoir aussi des contre-coups quand on est dans une équipe où il peut y avoir eu un décès, des choses comme ça. Voilà un peu pour vous situer, pour vous donner quelques éléments, un petit peu pour vous dire ce qui se passe un peu chez Orange, vous donner quelques indicateurs. Merci à toi, Sylvie. J'ai peut-être une réponse, je ne sais pas si je dois répondre à Vincent ou on répondra en ligne. Excuse-moi, vas-y. Alors, Vincent posait la question retour d'expérience sur recours à cette ligne. Oui, comme j'expliquais, Vincent, on a à la fois les données quantitatives, mais on sait quels sont les thèmes, les grands thèmes pour lesquels il y a eu des appels. Par contre, comme il s'agit d'informations liées à la santé,
En fait, je veux dire, c'est des appels anonymes et les psychologues, bien entendu, qui reçoivent nos collègues, ne font pas de retour. Voilà, si ça peut répondre, si ça peut faire une réponse à Vincent. Merci à toi, Sylvie. Alors, Richard, toi, tu es délégué syndical. Le titre est bon, CGT chez Socotec, de bureau de contrôle, et plus particulièrement dans la partie, l'entité Socotec Construction. C'est le périmètre dont on va parler là. Dont tu vas parler plus spécifiquement. Mais avant de parler du périmètre spécifiquement construction, si on parle du rapport de durabilité de Socotec, produit par Socotec, le document d'enregistrement universel et sa partie durabilité. Par exemple, histoire de commencer concrètement, le dernier rapport parle de, et c'est là l'occasion de voir un peu l'importance d'avoir une contextualisation syndicale de l'information qui est dispensée. C'est que le rapport affiche que le nombre de jours d'arrêt est passé de 2000 en 2023 à 3004 en 2024. L'augmentation, elle est quand même assez importante. La direction ne se contente, entre guillemets, donc de produire cette information brute, comme l'exigent les contraintes du reporting SRD. Mais toi, qu'est-ce que ça donne comment on le lit, ça, cette augmentation de 2000 à 3004 en tant que représentant CGT? Non, Richard, ouais. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Bon, ce que je défends en priorité, c'est tout ce qui est organisation, santé, sécurité au travail. C'est ce sur quoi je m'attarde plus particulièrement dans l'entreprise Socotec. Pour répondre à ta question, même si la direction l'a contesté sans amener d'éléments factuels, concrètement, sur l'année 2024, on a eu des approches en fait d'assistantes, principalement entre 52 et 57 ans. Donc là, la cible, elle était parfaitement trouvée. Au niveau des statistiques, c'est relativement simple. Et c'est la direction qui débarque dans les bureaux des assistants pour proposer tout simplement des ruptures conventionnelles et de sortir de l'entreprise. Donc, ce qui génère automatiquement burn-out, arrêt maladie, choc émotionnel, accident du travail, etc. Et c'est une des raisons, tout comme la vingtaine de cadres qui ont quitté l'entreprise, c'est ces raisons qui, pour nous, en tout cas, selon notre estimation et notre évaluation du terrain, ont amené effectivement en une explosion du taux d'arrêt maladie à Socotec sur cette période-là. La direction a répondu dernièrement en disant mais non, vous vous trompez, puisque nous avons réembauché au 1 pour 1. Bon, écoutez, qu'on prenne qui pourra sur embaucher au 1 pour 1 et les liens entre le choix réalisé. On est dans une entreprise où on se transforme assez rapidement, où on a l'intelligence artificielle qui s'installe, on a des automatisations dans des programmes, dans des logiciels, et donc de ce fait, eh bien, on a un turnover qui est voulu par l'entreprise. Voilà, donc l'entreprise répond, mais d'un point de vue factuel, n'amène pas d'éléments. Concrètement, on a pratiquement une quarantaine de salariés qui ont quitté l'entreprise en 2024 et qui ont été sous le coup de ces arrêts maladie qui expliquent potentiellement ces chiffres que la direction conteste. Voilà. OK. Alors, alors toi, tu analyses, vous considérez qu'il y a une concentration de ces arrêts sur la population des assistantes qui sont dans le collimateur d'un plan de réorganisation, et que par ailleurs, il y a un certain nombre aussi, comme l'a dit Sylvie, de sous-déclarations de contrôleurs parce que il y a la prime, le variable qui pèse et que il n'y a pas photo, quoi. Quand la prime elle est conséquente et que l'arrêt il grève la prime, il n'y a pas photo. Ce sont les conséquences sociales de l'individualisation en fait des salariés, de les rendre isolés plutôt que de créer un esprit d'équipe en fait dans un bureau. Et donc en fait, on va individualiser les primes au niveau des salariés. Et les primes sont corrélées aussi
au présentéisme. Et à partir du moment où on a des salariés qui veulent déclarer leur accident du travail, on a du coup, non pas le médecin du travail, on a la RH qui conseille gentiment aux salariés de ne pas déclarer et, si possible, d'avoir un aménagement de poste à son domicile, ce qui permet aux salariés, finalement, qui n'est plus sur les chantiers, de pouvoir continuer à facturer ses missions et de cette manière-là, de pouvoir continuer à bénéficier, toujours selon la RH, de tickets restaurants, par exemple. Voilà les arguments qui sont donnés, ce qui, d'après moi, de toute manière, fausse indiscutablement les taux de fréquence et les taux de gravité au niveau du DURP, fausse les chiffres qui sont présentés par la direction. Je leur ai dit plusieurs fois ces états de fait que la direction conteste, bien entendu. En tout cas, il y a une problématique aujourd'hui d'intégration effectivement de la prime, et je pense que la collègue tout à l'heure a soulevé la problématique de réponse à ces enquêtes. De plus en plus, on se retrouve, nous en tout cas, à des managers qui vous relancent des fois 5 fois dans la journée pour dire « mais tu n'as pas répondu à l'enquête, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela ». Après, quel est le sens de répondre à ces enquêtes qui ne correspondent pas forcément à des indicateurs de risques psychosociaux en lien direct avec des méthodes éprouvées comme Golac, Karasek ou autres? On a plutôt des Great Place Work qui font référence dans l'entreprise, qui se disent être des indicateurs de risques psychosociaux, mais qui, dans le fond, et ça a été reconnu par la CARSAT chez nous, des inspecteurs du travail par courrier, ne le sont pas. Donc, effectivement, une grosse problématique entre les aménagements des accidents du travail en arrêt maladie, qui permet aux salariés de continuer à produire et en télétravaillant alors qu'ils sont en accident du travail. Et je rappelle une chose, c'est que le DRH, ce n'est pas un médecin du travail. Donc, celui qui adapte le poste de travail, c'est le médecin du travail. Richard, alors passons au sujet. Enfin, je ne dis pas que le reste n'est pas intéressant, loin de là, mais on va parler du fait que, en servant d'un article loi dont tu vas nous rappeler la référence, bien mieux que moi, et tu pourras la mettre dans le chat, vous avez produit un avis motivé du CSE de Socotec Construction dans le cadre de la politique sociale sur deux rapports spécifiques, le bilan de la santé au travail et le PAPRIPACT, quel joli nom, PAPRIPACT et bilan, et vous avez émis un avis motivé donc du CSE, et on ne le sait pas beaucoup. Moi, le premier, je ne savais pas. Donc, merci à toi de me l'apprendre et j'espère que ça va profiter à d'autres et que ça va inspirer. Cet avis, la loi dit que cet avis particulier doit être joint aux réponses aux appels d'offres publics des entreprises. Donc, est-ce que c'est votre objectif? Comment tu vois cette chose et en quoi c'est un peu la patate chaude, quoi. Ça peut être considéré comme une patate chaude, tant pour la direction que pour certaines organisations syndicales. Je dirais que c'est un outil. Je crois que le collègue, Jean-Luc, avait aussi s'était positionné là-dessus. C'est aussi un outil à double effet qui se coule. C'est-à-dire que peut-on, dans son entreprise, décrier finalement les inactions de celle-ci et rendre public ces éléments? Point d'interrogation. Moi, je n'ai pas de réponse à vous apporter là-dessus. La seule réponse qui m'importe, c'est est-ce que finalement les conditions de travail, la santé et sécurité des salariés dans une entreprise est bonne ou est-ce qu'elle reste à parfaire et à améliorer? Donc, en ce sens, l'article L2312-27 dit notamment sur son dernier alinéa que dans le cadre de la politique sociale d'une entreprise, en cas d'une information-consultation, le CSE émet un avis motivé. Avis motivé sur le rapport de la politique sociale. Généralement, nous faisons appel à un expert. Dernièrement, c'était Sextant. Avant, c'était Secafi. Et sur la base de cet avis motivé des membres du CSE, celui-ci sera automatiquement intégré au marché d'appel d'offres public auquel répondra l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est un levier. Un levier, pourquoi? Parce que dans notre entreprise, si depuis 2012, on demande d'avoir un DURP conforme à la réglementation, ce que l'inspection du travail a répondu récemment, et la CARSAT avec des injonctions
en disant notamment que les risques psychosociaux n'étaient pas évalués et n'étaient pas conformes dans l'entreprise. Donc ça, il y a moins que le dit, hein, ce sont les représentants des CSE, qui sont les inspecteurs du travail, médecins et agents de la CARSAT. Eh bien, cela permet, à mon sens, de faire bouger l'entreprise et de faire bouger les curseurs. Là où l'entreprise reste dans son évaluation des risques, dans son analyse avec son système de communication interne, le fait de rendre public ces données en extérieur permet d'avoir un levier d'action, à mon sens, plus fort. Ça permet à l'entreprise de se repositionner, de se dire, bon là, il va vraiment falloir qu'on mette les moyens. D'ailleurs, en ce sens, depuis que nous avons agi, l'entreprise, dans un mois, nous présente toutes les mises à jour des DURP, va les présenter au CARSAT, aux inspections du travail. Donc, preuve est faite que, alors que depuis 2012, nous n'arrêtions pas de dire qu'il y avait des choses à améliorer dans le DURP, dans le bilan annuel qui jusque-là n'était pas présenté, qui traduit des actes menés et non menés et où la direction doit expliquer pourquoi elle n'a pas mis en œuvre sa politique et où est-elle au niveau de l'utilisation des finances et des budgets. Ce qui nous amène à un PAPRI Pacte qui va définir la politique que l'entreprise va mener pour l'année d'après en prenant en considération tout ce qui s'est passé à N-1 avec, et non pas une seule mise à jour de DURP, mais bien entendu, dans une grosse société, c'est plusieurs mises à jour à l'année, voire même au mois, des documents uniques d'évaluation des risques professionnels. Et je trouve en tout cas que l'utilisation de l'article L2312-27 dans son dernier alinéa dans les grandes entreprises, de dire dorénavant la vie motivée des membres du CSE sera incorporée au marché d'appel d'offres public, est pour moi un excellent levier qu'il ne faut pas utiliser d'une manière inappropriée, l'utiliser dans un sens d'amélioration des conditions de travail, de la santé, sécurité des travailleurs. Et en ce sens, moi, j'y vois un aspect tout à fait bénéfique et j'encourage toutes les personnes à utiliser ce levier de manière à faire bouger en fait les grandes entreprises. Tout à l'heure, Sylvie d'Orange sait de quoi nous parlons. Dans une grande entreprise, faire bouger les choses, c'est très difficile pour les représentants du personnel. Et ça, je trouve que c'est un levier qui est, en tout cas, encore très sous-exploité et très méconnu des instances représentatives, mais en tout cas, qui fait bouger la direction. Merci Richard, et je précise que quand même, dans votre avis, vous ouvrez la porte à la direction en disant que vous demandez un bilan à la fin du semestre et qu'en fonction de ce bilan sur ce que fait la direction en matière de prévention, l'avis pourrait être revu et donc édité, mis à jour dans le cadre des réponses aux appels d'offres. Merci Richard pour cet éclairage, je pense que c'est vraiment intéressant de l'entendre. Et donc d'ailleurs, ça m'amène à, il nous reste 5 minutes officiellement, 6 minutes, mais on peut déborder de 5. Hein. Je vous propose de déborder de 5 et de prendre 10 minutes. Vous avez tous eu l'occasion de vous exprimer. Vous avez vu, alors les questions dans la salle, il n'est jamais trop tard. Je ne sais pas si on a pu répondre à tout le monde pour l'instant, mais de partager, n'hésitez pas. Et en tout cas, de ce que vous avez entendu, qui veut rebondir pour remettre une pièce dans le jukebox? Alors, Jean-Luc. Je veux bien mettre une petite pièce dans le jukebox. Et après, Sylvie. Juste un point, c'est plus un commentaire en fait. On se rend compte que les CSE, les représentants professionnels dans les très grandes entreprises, ont accès à énormément de documents, de chiffres, et puisque le sujet ce sont les indicateurs aujourd'hui, en fait le boulot de représentant du personnel, c'est pour une bonne partie du traitement de données, mais de données vraiment au pluriel, extrêmement large. Alors c'est un petit plaidoyer pour mon métier d'expert, puisqu'on accompagne les CSE dans le traitement des données, ok. Mais c'est aussi une réflexion sur le métier de représentant du personnel qui est peut-être un peu moins incarné en direct et un peu plus chiffré, ce qui est probablement quand même une dérive de se cantonner à un échange d'analyse de données avec l'employeur davantage qu'un échange direct avec les salariés. C'est probablement une petite dérive. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser un indicateur, hein, bien au contraire. Mais c'est-à-dire que les CSE ont un sacré boulot devant eux en termes d'analyse. Et tu as bien raison de poser le sujet, il ne faut pas se tromper de combat, il ne faut pas perdre trop d'énergie peut-être là-dessus, ou alors avoir peut-être des indicateurs qui viennent vraiment, qui soient nourris par le terrain, quoi. Je peux me permettre de répondre. Vas-y.
En fait, ce qui est très important, alors, ce qu'il faut savoir effectivement avec les dernières évolutions législatives, ça a quand même rebeloté les missions des représentants des salariés. Par contre, ce qui est important, à mon sens, c'est d'avoir effectivement accès à ces données. Alors, des fois, il faut les compiler hein, parce que ça part dans plein de commissions différentes et franchement, il faut avoir. Mais aussi de garder cette proximité d'accompagnement des salariés sur les différents sujets. Ce qui permet aussi, en fait, il y a un rebond qui se fait quand on est représentant des salariés, c'est qu'il y a des choses extrêmement concrètes. Il y a la température du terrain, l'accompagnement, et on recoupe avec plein d'autres collègues. Enfin, je veux dire, nous, on est implantés partout en France. On fait des points aussi réguliers avec d'autres collègues sur différentes thématiques. Et ce qui permet aussi d'alimenter cette instance avec les instances, puisqu'on a des CSE centraux. Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est assez complexe. Hein. Un grand groupe dit un peu complexité aussi de l'ingénierie sociale. Mais il ne faut pas voir l'un contre l'autre. Hein, mais à mon sens, il y a une vraie complémentarité entre cette présence terrain, cet échange avec les salariés, cet échange entre organisations syndicales aussi, et cette représentativité qu'on peut avoir dans les différentes instances. Ils s'auto-alimentent. Notre vision, peut-être. Richard, Oui, je plus sois donc à l'intervention de Sylvie, et puis je comprends aussi l'intervention de Jean-Luc. Simplement, aujourd'hui, notre vie en tant que représentant du personnel, elle est corrélée en fait aux décisions de notre gouvernement. Avant, nous avions l'instance CHSCT et l'instance comité d'entreprise qui ont été réunis à l'aide d'une modification législative. À partir de là, on a mélangé en fait toutes les instances dans la même instance. On a créé la BDES qui est notre référence. C'est un endroit où on puise certaines données, mais pas que. Les expertises nous permettent effectivement d'obtenir d'autres documents qui ne figurent pas forcément dans la BDES. Et il y a toute l'autre partie, effectivement, et Jean-Luc, c'est les visites de terrain, les visites d'inspection de terrain qui permettent aux représentants du personnel d'aller prendre la température. Et un représentant du personnel, ce n'est pas quelqu'un qui assiste à des réunions ou au national ou en comité de groupe ou autre chose. J'y siège, c'est une chose. C'est un autre élément de la position syndicale. L'autre position, et c'est la position majeure, c'est les relations avec le terrain. Donc, les visites d'inspection, nous en faisons régulièrement. Nous avons à peu près 130 agences au national. Toutes les visites d'inspection font l'objet de rapports détaillés, surtout la qualité des locaux, l'aération, l'électricité, l'ergonomie des postes de travail, la charge de travail, la qualité du travail, le temps de travail. Tous ces éléments-là sont audités par nos membres de la commission SSCT. Quand il y a nécessité et qu'il y a des alertes, c'est bien sûr l'article L2312-59. Et quand c'est en danger grave et imminent, ce sont des enquêtes qui sont menées dans le cadre des dangers graves et imminents L2312-60, dans lequel nous incorporons les inspections du travail, les CARSAT et les médecins du travail. Donc oui, Jean-Luc, il y a une partie, effectivement, que tu cites, qui laisserait penser que ça pourrait amener à certaines dérives et se rendre très complexe et très ministre, en fait, des chiffres. Mais dans la réalité, en termes de syndicalisme, aujourd'hui, c'est un syndicalisme de terrain et d'action que nous menons, et nous évitons d'être liés sans arrêt à ce qu'on appelle la réunionnite avec la direction, car la direction préfère nous voir aux tables des réunions plutôt que sur le terrain. merci Richard. Alors, Jean-Luc, tu remets une pièce et après, AXA peut-être. Ouais, vas-y. Pas de micro, pas de micro. Désolé, juste une petite pièce pour compléter ce que disait Richard. Un élément qui a disparu, ce sont les délégués du personnel, qui, mine de rien, est un sacré baromètre de la réalité de terrain. Et ayant disparu, c'est un baromètre non quantitatif. C'est aussi un élément qu'on a perdu. Alors, ok, les inspections, ça c'est extrêmement important. Mais on a aussi perdu ce baromètre de terrain, ce qui est dommage. Voilà, il y a un effet de compensation, certainement, avec la floraison d'autres baromètres. Alors, attends, Sylvie, peut-être, du coup, Sophie, Léna, vous avez... allez-y, go. Oui, peut-être dire que j'ai eu l'occasion, la chance d'intervenir dans des réunions de
des réunions syndicales, hein, des séminaires, des réunions, comment dire, de négociateurs de branches, de délégués syndicaux centraux, etc. Et où on a partagé l'outil DataMap pour montrer ce qu'il est possible de faire. Et voilà, je pense que c'était très... l'effet était intéressant, c'est-à-dire on a des personnes qui d'abord réagissent très vivement et qui ont raison de le faire sur la protection des données et qui sont très rapidement intéressées par le fait que l'outil il permet d'avoir un suivi très même mensuel. Voilà, donc ça c'est par rapport aux données du bilan social qui arrivent un an et demi après, c'est intéressant, même s'il y a des entreprises dans lesquelles le bilan social est plus réactif. Voilà, donc pour moi, c'est surtout un espoir que sur les datas, on puisse nourrir ce dialogue social. Après, je voudrais dire quand même qu'il y a toujours une ambivalence dans le rapport qu'ont les acteurs du dialogue social en entreprise, une ambivalence par rapport aux indicateurs, puisque j'en vois même qui très souvent veulent avoir un indicateur qui permette, comment dire, de critiquer la situation, de l'améliorer, à l'intérieur, mais qui d'eux-mêmes vont s'auto-censurer dès lors qu'ils vont savoir que l'indicateur va être utilisé en externe pour valoriser leur entreprise parce que quelque part, ils n'ont pas envie de perdre leur job et ils ont aussi envie que l'image de l'entreprise soit bonne. Donc, c'est intéressant, cette ambivalence, cette critique qu'on a des indicateurs. Souvent, on l'apporte aussi, les acteurs du dialogue social l'apportent eux-mêmes. Voilà. Ton micro, Rodolphe, ton micro. Rodolphe, ton micro. Ah ouais, c'est clair que vous… non, je peux… oui, je parlais tout seul. Excusez-moi. Léna, si tu veux rebondir. Moi, je pense que tout a été dit. Voilà, je vais juste remettre en perspective notre outil. Évidemment, j'ai vu passer des questions sur le fait que voilà, les données en tant que telles peuvent être mal utilisées par les entreprises et par les chefs d'entreprise. Donc oui, effectivement, il faut toujours mettre un peu voilà, en perspective ces données quantitatives avec des données plus qualitatives et voilà, approfondir. Donc voilà, on sait que notre outil est aussi, voilà, c'est une source d'information, mais qui peut être biaisée et qui peut être pris voilà, du mauvais côté. Donc voilà, on espère que les chefs d'entreprise seront voilà, sensibilisés pour les utiliser au mieux et puis pour justement essayer d'améliorer la qualité de vie au travail de leurs salariés et pas pour en faire voilà, un outil de flicage globalement. Et je vois passer la question de Richard, donc je reviendrai vers toi pour le lien et puis pour discuter de l'outil si besoin. Entendu, merci Léna. Océane, on a quand même beaucoup vu au fil des interventions, pour rebondir sur la tienne, effectivement ce besoin qu'il y avait d'objectiver comment on progressait, et ce que disait aussi Jean-Luc, ce que vous disiez tous les deux, le côté, l'accompagnement qu'il y avait peut-être à faire aux côtés des élus et des directions des élus pour pouvoir suivre l'avancée, comment avancer les projets. Ce n'était pas non plus l'objectif, c'était de dire on était à 100%, taux d'accident zéro, etc. Mais comment on progressait. Et c'est un filigrane, quelque chose qui, a priori, apparaît quand même pas mal, hein, on est d'accord ? On est d'accord. Après, c'est un sujet, c'est toujours la problématique. Et comme ça a été souligné notamment par Sylvie, en termes de santé au travail et de conditions de travail, il y a des choses plus faciles à objectiver que d'autres. Sylvie l'a redit, entre les risques physiques et les risques psychosociaux. Donc, on a besoin d'amener aussi, et c'est un sujet que de nombreux élus, je pense, ont au quotidien. C'est très souvent à eux d'aller et de pousser pour avoir ces informations et de remettre le sujet sur la table. Donc voilà, ça a prouvé que c'est un sujet important et qu'il y a encore du travail à faire au quotidien. Rodolphe, ton micro est coupé. Excusez-moi, un renouveau. Ninon, au regard de tout ce que tu as entendu, un petit rebond si tu portes ouvert. Ouais, ce qui apparaît, c'est qu'il y a une multitude en fait de données et ce qui est important, c'est comment on l'analyse et ce qu'il y a derrière. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail au sein des sociétés et puis sur tous les
au niveau de toutes les parties prenantes également pour pouvoir interpréter justement, travailler en mieux sur les sujets santé-sécurité. Super, merci. Sylvie, tu voulais rebondir tout à l'heure? Non, non, c'était sur la notion de délégué du personnel. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des accords d'entreprise, il y a des représentants de proximité. Non, non, mais clairement, la représentativité du personnel a été écornée à un moment via la législation. Maintenant, il y a toujours un engagement qui est profond, un travail de fond pour accompagner, pour essayer de trouver des indicateurs. La question que je me pose avec beaucoup de recul, effectivement, face à ce volume de données, est-ce qu'à un moment, ça va légiférer pour imposer des indicateurs pour qu'il puisse y avoir une analyse qui soit un peu cohérente dans les rapports qu'on puisse regarder d'une entreprise sur l'autre, ou est-ce que c'est un peu libre à chacun de présenter chaque direction d'entreprise, direction générale, choisit un peu ce qu'elle souhaite présenter en toute liberté. Voilà. C'est une question un peu de fond. Je ne sais pas si vous avez les éléments de réponse. On ne va pas pouvoir répondre. En tout cas, c'est la logique de la directive, du reporting de la directive CSRD, c'est de pouvoir permettre la comparabilité entre justement les rapports de durabilité. C'est bien la logique de fond du truc. Exercice, le challenge. C'est bien ça. Écoutez, merci à vous toutes et à vous tous de vos interventions respectives. Synthèse à suivre. Merci de votre participation dans la salle. Je vous ai annoncé les 2 prochains directs de 19 de jeudi prochain, donc un sur l'IA et un à nouveau avec AXA Santé Collective. Sophie, on te reverra donc jeudi prochain après-midi sur le sujet, à tout autre sujet, sur le sujet de l'épargne salariale. Et on va continuer le cycle par la MRSE sur 3 autres thèmes qui vont se suivre en avril et en mai, concernant donc emploi et compétences. Comment on en parle d'emploi et des compétences. Et ensuite, on parlera de environnement, comment on parle d'environnement avec le lien avec le social. Et on terminera avec la notion d'engagement. On en a un peu parlé ce matin, mais il y a vraiment matière à en faire un sujet en soi sur ça veut dire quoi l'engagement dans une entreprise, qu'est-ce qu'on met et comment on regarde ça. C'est un sujet en soi. Donc, appel à témoignage là-dessus. Vous avez des choses à dire, ça résonne en vous, vous portez le sujet, vous avez des choses à dire sur les indicateurs, ces indicateurs liés à l'emploi, les compétences, l'environnement et la notion d'engagement. Vraiment, porte ouverte. Vous avez mes coordonnées, Rodolphe Elderley, vous avez mon mail sur le site. Enfin bon, vous trouvez mes coordonnées, il n'y a pas de problème. Et je vous répondrai, je suis vraiment à votre écoute. Et priorité aussi au témoignage féminin. Parce que le combat de ne pas avoir des patoukas avec des gars, c'est vite fait si on ne fait pas attention. Donc, vraiment, priorité au témoignage féminin. Message passé. Voilà. En tout cas, merci à vous toutes et tous. Et on se retrouve dans le débrief. Et je vous souhaite une très, très bonne journée. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier ? Non, c'est bon. Non, la semaine prochaine, vous pouvez vous inscrire. On a 2 lives, donc on a un programme assez chargé, le matin et l'après-midi. Le matin, oui, c'est IA et après, c'est IE. Voilà. Et non, EI, excusez-moi. Voilà. Écoutez, j'espère qu'on vous a apporté quelques billes de réflexion pour comment appréhender et optimiser votre temps par rapport à une approche un peu macro, mais comment un peu vous nourrir votre approche terrain. Je pense qu'on vous a montré des pistes ce matin. Et donc, merci à AXA Santé Collective et à Orso Ethics d'avoir porté cette rencontre. Merci à nos élus et merci à Eti Finance et à Ninon d'avoir contribué. Bonne journée. Je coupe. Bonne journée. Bonne journée, merci. La bonne journée à vous. À ciao.